Bonjour et bienvenue à la 4e lecture des aventures de Conan le Barbare. Aujourd'hui, le dieu dans l'urne. Ces sombres aventures à la tour de l'éléphant et dans les ruines de l'Archa ont dégoûté Conan de la sorcellerie orientale. Il s'enfuit donc vers le nord-ouest et, traversant la Corinthia, parvint en Némédia, deuxième royaume iborien après l'Aquilonia. Dans la ville de Numalia, il reprend ses activités de voleur professionnel. Le gardien Arus saisit son arbalète d'une main tremblante et sentit perler sur sa peau les gouttes de sueur froide, tandis qu'il contemplait les cadavres hideux qui gisaient à ses pieds sur le sol poli. Il n'est pas agréable de rencontrer la mort dans un lieu solitaire, à minuit. Le gardien se trouvait dans une immense galerie, éclairée par d'énormes bougies logées dans des niches le long des murs. Entre les niches pendaient des tentures de velours noir, et, entre les tentures, des boucliers et des armes entrecroisées aux formes insolites. Ça et là se dressaient également des statues de dieux étranges, façonnées dans la pierre ou dans les bois précieux, dans le bronze, le fer ou l'argent. Vaguement reflétées par la surface brillante du sol noir, Arus frissonna. Il n'avait jamais pu s'accoutumer à cet endroit, bien qu'il y travaille comme gardien depuis déjà plusieurs mois. Ce bâtiment prodigieux, dénommé le temple de Calian Publico, était un vaste musée rempli d'objets rares venus des quatre coins du monde. Donc, en cette moitié de nuit des plus solitaires, Arus se tenait dans le grand corridor silencieux, les yeux fixés sur le corps étendu qui avait appartenu aux riches et puissants propriétaires du temple. L'esprit, pourtant balourd, du gardien fut traversé par l'idée que cet homme avait à présent un aspect singulièrement différent de celui qui était le sien lorsqu'il parcourait la voie palienne dans son char doré, arrogant et dominateur, ses yeux sombres luisards d'une vitalité magnétique. Ceux qui avaient haï Calian Publico l'eussent à peine reconnu maintenant qu'il gisait comme une tonne de graisse désarticulée, dans sa loge somptueuse à moitié déchirée, et sa tunique violette de guingois. Son visage était noirci, ses yeux sortaient de leurs orbites, et sa langue pendait dans sa bouche béante. Ses mains grassouillettes étaient rejetées en arrière dans un geste d'indéfinissable futilité. « Pourquoi n'ont-ils pas pris ces blagues ?» murmura le gardien bien mal à l'aise. Et tout à coup, il tressaillit, écarquillant les yeux, et ses petits cheveux se hérissèrent sur sa nuque. Des tentures de soie sombre qui masquaient l'une des portes latérales, une forme humaine venait d'apparaître. Arus vit un jeune homme de haute taille, solidement bâti, portant pour tout vêtement un pagne et des sandales lacées haut sur les chevilles. Sa peau était tannée par le soleil des steppes, et Arus considéra nerveusement ses larges épaules, sa poitrine massive et ses bras puissants. Un simple coup d'œil à l'expression renfrognée, au large front, lui apprit que cet homme n'était pas Nébède. Sous sa tignasse noire et ébouriffée, une paire d'yeux bleus brûlait dans les éclats menaçants. Une longue épée pendait de sa ceinture dans un fourreau de cuir. Arus sentit sa peau se couvrir de chair de poule. Fébrilement, il tripoda son arbalète, songeant un instant à tirer un carreau sur l'inconnu sans parlementer. Mais redoutant toutefois ce qui pourrait se passer au cas où il ferait pas mouche du premier coup, l'étranger considéra le cadavre étendu sur le sol d'un œil plus intrigué que surpris. « Pourquoi l'as-tu tué » demanda Arus nerveusement. L'autre agita sa crinière. « Ce n'est pas moi qui l'ai tué » répondit-il, parlant Nébède avec un accent barbare. « Qui est-ce » ? « Calian Publico » répondit Arus, qui fit un pas en arrière. Une lueur d'intérêt traversa les yeux sombres bleus. « Le propriétaire de la maison ?»« Oui. » Arus, qui avait maintenant reculé jusqu'au mur, s'empara d'un gros cordon de velours qui pendait à son endroit et le secoua de toutes ses forces. Dans la rue retentit la sonnerie stridente de la cloche d'alarme installée devant chaque boutique et chaque habitation pour alerter la garde. L'inconnu sursauta. « Pourquoi tu fais ça ? Tu vas faire venir le gardien !»« Faquin ! C'est moi le gardien, répondit Arus, rassemblant tout son courage. Reste tué, pas un geste, ou je te roue de part en part. Son doigt sur la gâchette de son arbalète, il pointa le funeste losange de son carreau vers la large poitrine de l'autre. L'étranger fronça les sourcils et abaissa son sombre visage. Il ne montrait aucune frayeur, mais semblait se demander s'il allait obéir à la sommation du gardien ou risquer une sortie. Arus humecta ses lèvres et sentit son sang se figer en lisant clairement dans les yeux nébuleux de l'inconnu le conflit que se livraient en lui la prudence et les idées meurtrières. Il entendit alors la porte s'ouvrir avec fracas et des éclats de voix confus, et poussa un profond soupir de soulagement et de gratitude. L'étranger se raidit, jetant autour de lui de grands regards inquiets de bêtes traquées, comme une demi-douzaine d'individus faisaient irruption dans la galerie. Tous sauf un portaient la tunique écarlate de la police numadienne. Des poignards à lame courte pendaient à leur ceinture, et ils tenaient à la main des hallebardes, armes à longue hampe, mi-lance, mi-hache.
Quel démon a signé ce forfait? S'exclama celui qui venait en tête, que ses yeux d'un gris froid, ses traits maigres et anguleux et ses vêtements civils distinguaient des autres gaillards. Par Mitra, Démétrio, s'écria Arius. La chance est assurément avec moi cette nuit. Je n'espérais pas que la garde répondrait si vite à mon appel, ni que tu l'accompagnerais. Je faisais une ronde avec Dionus, répondit Démétrio. Nous parvenions justement à la hauteur du temple lorsque l'alarme a retenti. Mais qui est-ce? Ishar, le maître du temple en personne. En chair et en os, répondit Arius, et sauvagement assassiné. J'ai pour tâche de parcourir toute la nuit ce bâtiment où, comme tu le sais, est emmagasinée une prodigieuse quantité de richesses. Calian Publico avait d'opulents producteurs. Savants, princes et collectionneurs fortunés d'objets rares. Voici à peine quelques minutes, j'ai vérifié la porte qui donne sur le péristyle et l'ai trouvée fermée au verrou, mais pas à clé. La porte est munie d'un loquet que l'on peut faire jouer des deux côtés et d'une grosse serrure qui ne se manœuvre que de l'extérieur. Seul Calian Publico avait la clé de cette porte, celle même que tu vois en ce moment à sa ceinture. Je savais qu'il manquait quelque chose, car Calian fermait toujours cette porte à clé lorsqu'il bouclait le temple. Nous ne nous étions pas vus, car il était parti en fin d'après-midi pour sa villa, située dans la banlieue de la ville. Comme j'ai la clé du verrou, je suis entré, et j'ai trouvé le corps gisant tel que tu le vois. Je n'y ai pas touché. Tiens. Les yeux perçants de Démétrio dévisagèrent le sombre étranger. Et qui est celui-là? L'assassin, sans aucun doute, s'écria Arius. Il est arrivé par cette porte là-bas. Ce sera quelque barbare du Nord, peut-être bien un hyperboréen bossonien. Qui es-tu? Demanda Démétrio. Je suis Conan, de Cimmeria, répondit le barbare. Est-ce toi qui as tué cet homme? Le Cimmérien hocha négativement la tête. Réponds-moi! Cria l'autre d'un ton cassant. Une étincelle de colère, lui, dans les yeux sombres bleus. Je ne suis pas un chien pour qu'on me parle de la sorte. Oh, le genre insolent, railla le gros compagnon de Démétrio qui portait l'insigne du préfet de police. Un cuistre indépendant. Je ne vais pas tarder à le guérir de son impudence. Et toi, vas-tu parler? Pourquoi tu l'as assassiné? Un instant, Dionus, coupa Démétrio. L'ami, je suis le chef du conseil inquisitorial de la ville de Numaia. Tu ferais mieux de me dire qui tu es et, si ce n'est pas toi l'assassin, de m'en fournir la preuve. Le Cimmérien hésita. Il ne manifestait aucune frayeur, mais plutôt un léger étonnement. Naturel chez un barbare confronté aux complexités des systèmes civilisés, et totalement décontenancé par leur rouage incompréhensible. Pendant qu'il réfléchit, lança Démétrio, son vers Arius, dis-moi, as-tu vu Calian Publico quitter le temple ce soir? Non, messire. Mais d'habitude, il est déjà parti lorsque j'arrive pour commencer ma ronde. La grande porte était verrouillée et fermée à clé. Aurait-il pu entrer dans ce bâtiment sans que tu ne t'en fusses aperçu? C'est possible, mais peu probable. S'il était revenu de sa villa, il aurait sans nul doute fait le chemin en char, car la route est longue. Et de toute façon, qui a jamais vu Calian Publico se déplacer autrement? Même s'il était arrivé de l'autre côté du temple, j'aurais reconnu le roulement de char sur les parvés, et je n'ai rien entendu de semblable. Et tu dis que la porte était fermée à clé au début de la soirée. Je peux le jurer. J'ai vérifié toutes les portes plusieurs fois par nuit. Celles-ci étaient fermées de l'extérieur jusqu'à il y a peut-être une demi-heure, car c'est alors que j'ai essayé pour la première fois, avant de découvrir que la clé avait été tournée. Tu n'as entendu ni cri ni bruit de lutte? Non, messire. Mais ceci n'est pas surprenant, car les murs du temple sont si épais qu'aucun son ne peut les traverser. Pourquoi nous tracasser avec toutes ces questions et spéculations, maugréa le gros préfet? Voici notre homme, cela ne fait aucun doute. Amenons-le au tribunal, je lui extorquerai des aveux même si je dois pour cela réduire sa carcasse en bouillie. Démétrio regarda le barbare. Tu as compris? Demanda l'inquisiteur. Qu'as-tu à dire? Que celui qui me touchera ira rapidement rejoindre ses ancêtres en enfer, rétorqua le Cimmérien entre ses dents puissantes, ses yeux lançant des éclairs furibonds. Pourquoi es-tu venu ici, sinon pour tuer cet homme? Poursuivit Démétrio. Pour voler, répondit l'autre sombrement. Pour voler quoi? Conan hésita. De la nourriture. Tu mens, dit Démétrio. Tu savais parfaitement qu'il n'y avait pas de nourriture ici. Dis-moi la vérité, sinon... Conan porta la main à la poignée de son épée, d'un geste aussi lourd de menace que celui d'un tigre retroussant ses babines pour montrer les crocs. Garde tes grands airs pour les poitrons qui ont peur de toi, gronda-t-il. Je ne suis pas un émède raffiné pour ramper devant les chiens qui sont à ton service. J'ai tué des hommes plus vaillants que toi pour des affronts moins graves. Dionus, qui avait ouvert la bouche pour donner libre cours à sa rage, la referma. Les gardes balançaient leur hallebarde d'une main hésitante et fixaient Démétrio, en attente de ses instructions. Abasourdis d'entendre ainsi défier leur toute puissante police.
Il s'attendait à se voir commander de s'emparer du barbare, mais Démétrio ne leur donna pas cet ordre. Arius regardait tour à tour les deux protagonistes, se demandant ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur de la tête de faucon de Démétrio. Peut-être le magistrat craignait-il de déchaîner la fureur barbare du Cimmérien, ou peut-être y avait-il un doute sincère dans son esprit. « Je ne t'ai pas accusé du meurtre de Callian, répliqua-t-il, mais tu dois admettre que les apparences sont contre toi. Comment t'es-tu introduit dans le temple ? » « Je me suis caché dans l'ombre dans l'entrepôt qui se trouve derrière ce bâtiment, répondit Conan avec mauvaise grâce. Lorsque ce chien, poursuivit-il en pointant un pouce vers Arus, a eu tourné le coin de la maison, j'ai couru jusqu'au mur et j'ai escaladé. Mensonge, interrompit Arus. Personne ne pourrait escalader ce mur lisse. N'as-tu jamais vu un Cimmérien escalader une simple falaise demanda Démétrio. C'est moi qui mène cette enquête. Continue, Conan. Le coin de l'édifice est orné de relief, dit le Cimmérien. L'ascension a été facile. J'ai atteint le toit avant que ce chien n'ait eu le temps de faire un tour complet. J'ai trouvé une trappe fermée de l'intérieur par un verrou de fer. J'ai brisé le verrou par le milieu. Se souvenant de l'épaisseur du verrou, Arus s'en fut suffoqué et s'éloigna du barbare, qui, fronçant distraitement les sourcils dans sa direction, reprit. Je suis passé par la trappe et suis entré dans les pièces du haut. Sans m'arrêter, je suis allé droit à l'escalier. Comment savais-tu où se trouvait l'escalier ? Seuls les domestiques et les riches protecteurs de Callian étaient autorisés à pénétrer dans la salle du premier étage. Conan s'enferma dans un mutisme obstiné. Qu'as-tu fait une fois dans l'escalier ? Continua Démétrio. Je l'ai descendu tout d'une traite, grommela le Cimmérien. Puis, je suis entré dans la salle qui est derrière le rideau, là-bas. Tandis que je descendais l'escalier, et j'ai entendu s'ouvrir une autre porte. Et lorsque j'ai passé la tête à travers la tenture, j'ai vu ce chien debout près du mort. Pourquoi es-tu sorti de ta cachette ? Parce que j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un autre voleur, venu dérober ce que toi-même étais venu chercher, termina Démétrio. Tu ne t'es pas attardé à l'étage supérieur, où sont pourtant entreposées les pièces les plus précieuses. Tu as été envoyé par quelqu'un qui connaît bien le temple, pour voler un objet bien déterminé. Et pour tuer Callian Publico, s'écria Dionus. Par Mitra, tout est clair. Saisissez-le, garde, nous aurons ses aveux d'ici le matin. Proférant un jurement étranger, Conan fit un bond en arrière et brandit son épée avec tant de rage que la lame se mit à vibrer. Reculez si vous tenez à vos sales vies, grogna-t-il avec hargne. Ne croyez pas, parce que vous osez torturer des commerçants et déshabiller des prostituées et les battre pour les faire parler, que vous pourrez poser vos grosses pattes sur un montagnard. Trépote ton arc, garde, et je te fais gicler les tripes à coups de talon. Attends, dit Démétrio, rappelle tes chiens, Dionus. Je ne suis pas encore convaincu que ce soit lui l'assassin. Démétrio se pencha vers Dionus et lui murmura à l'oreille quelques mots qu'Arius ne put saisir, mais soupçonna être un plan pour amener subrepticement Conan à se séparer de son épée. Très bien, grogna Dionus. Arrière, soldat, mais ne le perdez pas de vue. Donne-moi ton épée, dit Démétrio à Conan. Prends-la si tu peux, gronda Conan. L'inquisiteur haussa les épaules. Fort bien, mais ne tente pas de prendre la fuite. La maison est gardée, à l'extérieur, par des hommes armés d'arbalètes. Le barbare abaissa son arme, mais demeura sur le qui-vive, et ne relâcha que très légèrement la tension de son attitude. Démétrio se retourna vers le cadavre. Étranglé. Pourquoi donc l'étrangler alors qu'un coup d'épée est tellement plus rapide et plus sûr ? Ces Cimmériens naissent l'épée au poing. Je ne sache pas qu'ils aient jamais tué un homme de cette façon. Peut-être pour détourner les soupçons, dit Dionus. C'est possible. Démétrio palpa le corps de ses mains expertes. Mort depuis au moins 1 heure. Si Conan est vraiment entré dans le temple à l'heure où il le prétend, il n'a guère eu le temps de le tuer avant l'arrivée d'Arus. Il est vrai qu'il peut mentir, il est pu pénétrer dans le temple plus tôt. J'ai escaladé le mur aussitôt après la dernière ronde d'Arus, grommela Conan. C'est toi qui le dis. Démétrio considéra longuement la gorge écrasée du mort, qui n'était plus qu'une bouillie de chair violacée. La tête pendait gauchement au bout des vertèbres brisées. Démétrio hochait le chef d'un air débattatif. Pourquoi un meurtrier irait se servir d'un câble plus gros qu'un bras d'homme ? Et quelle force terrible a pu broyer son cou de la sorte ? Il se releva et se dirigea vers la première porte donnant sur la galerie. Voici près de la porte un buste renversé de son socle, dit-il. Et là, le sol est rayé. Les tentures sont de guingois. Callian Publico a dû être attaqué dans la pièce à côté. Peut-être a-t-il échappé à son assaillant, à moins qu'il ne l'ait entraîné avec lui dans sa fuite. En tout cas, il a gagné en titubant la galerie, où le meurtrier a dû le suivre pour l'achever. Et si ce païen n'a pas fait le coup, où est l'assassin ? Demanda le préfet. Je n'ai pas encore disculpé ces Cimmériens, dit l'inquisiteur. Mais allons examiner cette pièce. Il fit halte et se retourna, dressant l'oreille. Un roulement de char retentit dans la rue, s'approcha, puis cessa tout à coup.
Dionus, rugit l'inquisiteur, envoie 2 hommes chercher ce char, et fais venir le conducteur. À l'entendre, dit Arus, auquel tout le bruit de rue était familier, je dirais qu'il s'est arrêté devant la maison de Promero, juste en face du magasin de soirée. Qui est Promero demanda Démétrio. Le commis principal de Calian Publico. Amenez-le ici avec le conducteur, dit sèchement Démétrio. 2 gardes s'éloignèrent à pas pesants. Démétrio continua à examiner le corps. Dionus, Arus et le reste des policiers surveillaient Conan, qui se tenait immobile, l'arme au poing, telle une statue de bronze aux yeux lourds de menace. Au bout de quelques instants, un piétinement de sandales résonna dans la rue, et les 2 gardes firent leur entrée. Ils escortaient un homme robuste, au teint basané, portant le casque de cuir et la longue tunique des conducteurs de chars, et tenant un fouet à la main, et un petit personnage à l'air timide, représentant typique de cette classe d'individus qui, sortis des rangs des artisans, fournissent des bras droits aux riches marchands et négociants. À la vue de la masse affalée sur le sol, le petit homme recula en poussant un cri. « Oh, je savais que cela finirait mal, gémit-il. » Démétrio dit. « Tu es Promero, le premier commis, je présume. Et toi ?»« Enaro, conducteur de Calian Publico. »« Tu n'as pas l'air ému outre mesure à la vue de ce cadavre, fit remarquer Démétrio. » Les yeux sombres étincelèrent. « Pourquoi serais-je ému ? Quelqu'un a simplement réussi à faire ce que je rêvais de faire depuis longtemps, sans oser passer à l'acte. »« Vraiment, fit l'inquisiteur à mi-voix. Es-tu un homme libre ?» Les yeux remplis d'amertume, Enaro écarta sa tunique, découvrant sur son épaule la marque de l'esclave pour dette. « Savais-tu que ton maître viendrait ici cette nuit ? » ?»« Non. J'ai conduit le char au temple ce soir, comme d'habitude. Il est monté, et j'ai pris la route de sa villa. Mais avant d'arriver à la voie palienne, il m'a ordonné de faire demi-tour et de le ramener ici. Il avait l'air très agité. « Et tu l'as reconduit au temple ? » ?»« Non. Il m'a commandé de m'arrêter devant chez Promero. Arrivé là, il m'a congédié, avec la consigne de revenir le chercher peu après minuit. » « Quelle heure était-il alors ? » ?»« La nuit venait de tomber, les rues étaient presque désertes. Qu'as-tu fait ensuite ? » ?»« J'ai regagné les quartiers des esclaves, où j'ai attendu l'heure de retourner chez Promero. Je m'y suis rendu directement, et vos hommes se sont emparés de moi alors que je causais avec Promero sur le pas de sa porte. N'as-tu aucune idée de la raison pour laquelle Calian est allé chez Promero ? Il ne parlait pas de ses affaires avec ses esclaves. Démétrio se tourna vers Promero. « Mais toi, tu sais peut-être quelque chose ? » Rien. Calian Publico s'était-il rendu chez toi, comme le prétend le conducteur du char ? Oui, messire. Combien de temps a-t-il passé avec toi ? Seulement un court instant, puis il est parti. De chez toi, s'est-il rendu au temple ? Je n'en sais rien, s'écria le commis d'une voix stridente. Quel était le but de sa visite ? Et il voulait discuter affaires ? Tu mens, dit Démétrio. Quel était le but de sa visite ? Je ne sais pas, je ne sais rien. La voix de Promero toucha l'hystérie. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Fais-le parler, Dionus, ordonna sèchement Démétrio. Dionus poussa un grognement, et fit signer l'un de ses hommes qui, avec un rictus sauvage, s'avança vers les 2 prisonniers. « Sais-tu qui je suis » rugit-il en tordant le cou en fixant sa proie d'un regard foudroyant. « Tu es Posthumo, » répondit le commis avec réticence. « C'est toi qui, au tribunal, a fait sauter un œil à une jeune fille parce qu'elle refusait d'accuser son amant. »« J'obtiens toujours ce que je cherche » hurla le garde. Les veines de son gros cou se gonflèrent et son visage devint cramoisi. Saisissant l'infortuné commis par le col de sa tunique, il se mit à en tordre l'étoffe, étranglant à moitié pour le goût. « Vas-tu parler, vermine ? Réponds à l'inquisiteur !»« Oh, Mitra, pitié !» cria le malheureux, « je jure !» Posthumo le gifla brutalement, d'abord sur une joue, puis sur l'autre, puis, l'ayant projeté au sol, il le bourra de coups de pied d'une précision vicieuse. « Pitié !» gémit les victimes, « je dirai tout ce que tu... »« Alors debout, chien ! Tu peux me pas rester couché là, à pleurnicher !» Dionus lança un rapide coup d'œil à Conan, pour s'assurer qu'il était convenablement impressionné. « Tu vois ce qui arrive à ceux qui se mettent en travers de la police, dit-il. » Conan cracha un ricanement dédaigneux. « C'est une mauviette, un imbécile, grommela-t-il. Que l'un de vous le me touche, et je ferai gicler ses tripes au sol. »« Es-tu prêt à parler ?» demanda Démétrio avec lassitude. « Tout ce que je sais, sanglotta le commis, qui se remettait péniblement sur ses jambes avec un air de chien battu, c'est que Calian est arrivé chez moi peu après mon retour. J'avais quitté le temple en même temps que lui, et qu'il a congédié son char. Il m'a menacé de renvoi si jamais j'en parle à quiconque. Je suis un homme pauvre, bon monsieur, sans amis ni faveur. Sans mon emploi chez lui, je mourrais de faim.
Qu'est-ce que ça peut bien me faire, fit Démétrio. Combien de temps est-il resté chez toi? Jusqu'à peut-être 11h30. Il était alors sorti en disant qu'il allait au temple et qu'il y reviendrait dès qu'il aurait accompli ce qu'il devait y faire. Qu'avait-il l'intention d'y faire? Promero eut un instant d'hésitation, mais l'aspect du visage grimaçant de Posthumo et de son énorme poing serré le fit frissonner. Il ne tarda pas à lui desceller les lèvres. Il y avait dans le temple quelque chose qu'il souhaitait examiner. Et pour quelle raison serait-il venu ici tout seul, étant un tel mystère? C'est que la chose en question ne lui appartenait pas. Elle avait été apportée à l'aube par une caravane d'arrivée du sud. Les hommes qui en avaient la charge ne savaient rien de cet objet, sinon qu'il leur avait été confié par un convoi venu de Stygia, et qu'il était destiné à Carantès de Hanumar, prêtre d'Ibis. Le chef de la caravane avait été payé par ceux de l'autre convoi pour le remettre en main propre à Carantès, mais le gredin voulait gagner directement la Quilonia par une route qui ne passe pas par Hanumar. Il a donc demandé la permission de le laisser au temple, jusqu'à ce que Carantès l'envoie quérir. Calienne a accepté, et il lui a déclaré qu'il enverrait lui-même un domestique pour avertir Carantès. Mais lorsque, après le départ de la caravane, j'ai parlé de dépêcher un courrier, Calienne m'a interdit de le faire. Il est resté assis à se demander ce qu'on avait bien pu lui laisser. Et qu'est-ce que c'était? Une sorte de sarcophage, comme on en trouve dans les anciennes tombes stygiennes. Mais celui-là était rond, comme une urne de métal fermée par un couvercle. Le métal ressemblait à du cuivre, en plus dur, et il était gravé d'hiéroglyphes semblables à ceux des antiques menhirs de la Stygia du Sud. Le couvercle était scellé par des bandes d'une espèce de cuivre gravé. Qu'y avait-il à l'intérieur? Les gens de la caravane l'ignoraient. Ils ont seulement répété ce que leur avait dit celui qui leur avait remis, à savoir qu'il s'agissait d'une relique inappréciable trouvée dans les tombes profondes, sous les pyramides, et que quelqu'un envoyait à Carantès, à cause de l'amour qu'il portait au prêtre d'Ibis. Calienne Publico pensait que le sarcophage contenait le diadème des rois géants qui régnait sur cette contrée obscure avant l'arrivée des ancêtres de Stygiens. Il m'a montré un dessin gravé sur le couvercle qu'il jurait représenter l'emblème porté, selon la légende, par ces rois monstrueux. Calienne était résolu à ouvrir l'urne pour voir ce qu'elle contenait, et est devenu comme fou en pensant à ce diadème fabuleux, incrusté d'étranges pierres, connues seulement des anciens, et dont chacune vaudrait davantage, à elle seule, que tous les joyaux du monde moderne réunis. Je l'ai mis en garde contre ce qu'il avait l'intention de faire, mais peu avant minuit, il s'est rendu seul au temple. Il est resté caché dans l'ombre jusqu'à ce que le gardien se fût éloigné à l'autre bout du bâtiment, puis il s'est introduit à l'intérieur grâce à la clé qu'il porte à sa ceinture. Dissimulé entre l'ombre du magasin de soirée, je l'ai suivi des yeux un moment, puis, lorsqu'il a disparu, je suis retourné chez moi. Si l'urne avait contenu le diadème, ou quelque autre objet de valeur, Calienne projetait de le cacher dans une autre partie du temple, puis de ressortir furtivement. Au matin, il aurait ameuté la population en prétendant que des voleurs étaient entrés chez lui par effraction pour dérober le bien de Carantès. Personne n'aurait été au courant de ses allées et venues, à l'exception du conducteur de char et moi-même, à qui il pouvait avoir une confiance totale. Mais le gardien, ajoutait Démétrio. Calienne n'avait pas l'intention de se faire avoir de lui. Il préméditait de le faire crucifier en l'accusant de complicité avec les voleurs, répondit Promero. Arius sentit sa gorge se nouer, et blêmit en entendant révéler la perfidie de son patron. Où est le sarcophage? S'enquit Démétrio. Promero tendit le doigt, et l'inquisiteur poussa un grognement. Tiens. Précisément dans la pièce où Calienne a dû être attaqué. Promero se tordit les mains. Pourquoi quelqu'un aurait-il envoyé de Stygia un cadeau à Carantès? D'antiques dieux et d'étranges momies sont déjà arrivés ici en caravane, mais qui donc peut aimer à tel point les prêtres d'Ibis dans un pays où l'on adore encore l'atroce démon Seth, qui déroule ses anneaux dans les ténèbres des tombeaux? Le dieu Ibis a de tout temps été l'ennemi de Seth, et Carantès a toute sa vie combattu les prêtres de Seth. Cette histoire cache quelques funestes énigmes. Montre-nous ce sarcophage, ordonna Démétrio. En hésitant, Promero montra le chemin. Tous se suivirent, y compris Conan, qui, apparemment sans prêter la moindre attention au regard méfiant que les gardes fixaient sur lui, semblait simplement désireux de satisfaire sa curiosité. Ils passèrent sous les tentures déchirées et entrèrent dans la pièce, qui était encore moins éclairée que la galerie. De chaque côté s'ouvraient des portes donnant sur d'autres salles, et les murs étaient couverts de fresques fantastiques, peuplées d'étranges divinités rayant sur des contrées lointaines. Promero poussa un cri perçant. « Regardez, l'urne, elle est ouverte, et vide !» Au centre de la pièce se trouvait un étonnant cylindre noir, d'environ 4 pieds de haut, et peut-être 3 de diamètre à sa plus large circonférence, c'est-à-dire en son milieu. Près du lourd couvercle sculpté qui reposait sur le sol, gisait un marteau et un ciseau. Démétrio regarda à l'intérieur, demeura un instant songeur à la vue des mystérieux hiéroglyphes, puis se tourna vers Conan. « Est-ce cela que tu étais venu voler ?»
Le barbare hocha négativement la tête. Comment un homme pourrait-il l'emporter à lui tout seul? Les bandes d'attache ont été coupées avec ce ciseau, nota Démétrio d'un air songeur. Et précipitamment, le marteau dévie plusieurs fois, d'où ses bosses sur le métal. Supposons que Calian ait ouvert l'urne. Quelqu'un se cachait à proximité, peut-être derrière les tentures de la porte. Lorsque le sarcophage a été décellé, l'assassin a sauté sur Calian, à moins qu'il ait d'abord tué Calian, puis ouvert l'urne lui-même. Quel objet lugubre, fit en frissonnant le commis. C'est bien trop vieux pour être sacré. Qui a jamais vu pareil métal? Celui-ci a l'air plus dur que l'acier d'Aquilonia, et pourtant, vois comme il est rongé par endroits. Et regarde, là, sur le couvercle. Romero tendit un doigt tremblant. Qu'est-ce que ceci est, à ton avis? Démétrio s'approcha du dessin gravé. Je dirais que ça représente une couronne quelconque, récorgna-t-il. Non, j'ai mis Calian en garde, mais il n'a pas voulu me voir. C'est un serpent écaillé qui se mord la queue. C'est l'effigie de Seth, le vieux serpent, dieu des Stygiens. Cette urne est trop ancienne pour être l'œuvre des hommes. C'est un vestige de l'époque où Seth parcourait la terre sous forme humaine. Peut-être la race qui est issue de ses entrailles a-t-elle déposé les ossements de ses rois dans des récipients de ce genre? Et tu prétends que ces os pourris se sont levés tout seuls, ou étranglé Calian Publico, puis sont partis tranquillement? Ce n'est pas un homme qui repose dans cette urne, murmura le commis, les yeux dilatés par l'épouvante. Quel homme pourrait y tenir? Démétrio lâcha un juron. Si Conan n'est pas l'assassin, le meurtrier est encore quelque part à l'intérieur de ces murs. Dionysus et Arus, restez ici avec moi, et vous aussi les 3 prisonniers. Les autres, fouillez la maison. L'assassin, s'il est échappé avant qu'Arius ne découvre le corps, n'a pu sortir que par là où Conan est entré. Et dans ce cas, le barbare l'aurait aperçu, s'il dit la vérité. Je n'ai vu personne, hormis ce chien, gronda Conan, désignant Arus. Bien sûr que non, puisque c'est toi l'assassin, dit Dionysus. Nous perdons notre temps, mais nous fouillerons la maison par simple formalité. Et si nous ne trouvons personne, je te promets que tu seras brûlé. Rappelle-toi la loi, cher sauvage aux cheveux noirs. Pour le meurtre d'un artisan, les mines. Pour celui d'un commerçant, la potence. Pour celui d'un gentilhomme, le bûcher. Conan montra ses dents en guise de réponse. Les hommes commencèrent leur fouille. Ceux qui attendaient dans la salle du bas les entendirent monter et descendre l'escalier, déplacer des objets, ouvrir des portes, et s'interpeller avec grand cri d'une pièce à l'autre. Conan, dit Démétrio, tu sais ce qui t'attend s'il ne trouve personne. Je ne l'ai pas tué, répondit le Cimmérien avec hargne. S'il avait cherché à me barrer le passage, je lui aurais fendu le crâne, mais je n'ai jamais vu que son cadavre. Quelqu'un t'a envoyé ici pour voler, du moins, dit Démétrio, et par ton silence, tu t'inculpes également de ce meurtre. Ta simple présence ici suffit à t'envoyer aux mines, que tu admettes ou non ta culpabilité. Mais si tu avoues tout, tu peux te sauver du bûcher. Fort bien, répondit le barbare en rechignant. Je suis venu voler la coupe de diamants zamorienne. Quelqu'un m'a donné un plan du temple, et m'a expliqué où la chercher. Elle se trouve dans cette pièce, là-bas, poursuivit Conan en tendant le doigt, dans une cavité ménagée dans le sol, sous un dieu chimique en cuivre. C'est exact, dit Romero. Je croyais que moins d'une demi-douzaine d'individus dans le monde connaissaient le secret de cette cachette. Et si tu avais réussi à t'en emparer, railla Dionysus, l'aurais-tu vraiment apporté celui que t'as engagé pour la voler? Une lueur de colère étincelait à nouveau dans les yeux de Braise. Je ne suis pas un chien, murmura le bavard. Je tiens ma parole. Qui t'a envoyé ici? Demanda Démétrio avec autorité. Mais Conan garda un silence buté. Un par un, les gardes revinrent à leur fouille. Personne ne se cache dans cette maison, dirent-ils. Nous l'avons remué de fond en comble. Nous avons trouvé la trappe par laquelle le barbare est entré, et le verrou qui l'a cassé en deux. Un homme qui se serait enfui par ce chemin aurait été aperçu par nos gardes, à moins qu'il ait pris le large avant notre arrivée. En outre, il lui aurait fallu entasser les meubles sous la trappe pour atteindre le toit, ce qui n'a pas été fait. N'aurait-il pu sortir par la grande porte juste avant que Arus n'ait achevé sa ronde? Non, dit Démétrio, car la porte était verrouillée de l'intérieur, et les seules clés qui peuvent ouvrir ce verrou sont celles de Arus et celle qui pend encore à la ceinture de Calian Publico. Un autre dit: Je crois avoir vu la corde dont se servait l'assassin. Où est-elle, imbécile? S'écria Dionysus. Dans la pièce adjacente à celle-ci, répondit le garde. C'est un gros câble noir, entortillé autour d'une colonne de marbre. Je n'ai pas pu l'attraper. Il conduisit les autres dans une pièce remplie de statues de marbre et montra du doigt une grande colonne. Mais il s'arrêta brusquement et écarquilla les yeux. Elle a disparu, s'écria-t-il. Elle n'a jamais été ici, rétorqua sèchement Dionysus. Par Mitra, il était, enroulé autour du pilier juste au-dessus de ses feuilles sculptées. Il fait si sombre là-haut que je n'ai pu le distinguer avec précision, mais elle était là.
Tu es sot, dit Démétrio, dans les talons. Personne ne pourrait atteindre cette hauteur, ni grimper à une colonne de silice. Si, mais rien si, murmura l'un des hommes. C'est possible. Dit que Conan a étranglé Kalian, attaché le câble autour de la colonne, et traversé la galerie pour se cacher dans les pièces où se trouve l'escalier. Comment, en ce cas, aurais-tu pu enlever le corde après ton passage? Il ne nous a pas quittés depuis que Horus a découvert le corps. Non. Je vous dis, moi, que Conan n'a pas commis ce meurtre. Je pense que le véritable assassin a tué Kalian pour s'emparer de ce qui était dans l'urne, et se cache maintenant dans quelques recoins du temple. Si nous ne parvenons pas à le dénicher, il nous faudra bien accuser le barbare pour satisfaire la justice. Mais où est donc passé Promero? L'un après l'autre, ils étaient revenus près du corps silencieux étendu dans la galerie. Dionysus appela Promero à tue-tête, et celui-ci surgit de les pièces contenant l'urne vide. Il tremblait, et son visage était livide. « Qu'est-ce que tu as encore » s'écria Démétrio avec irritation. « J'ai découvert un signe sur le fond de l'urne, dit Promero en claquant les dents. Non pas un ancien hiéroglyphe, mais un symbole fraîchement gravé. La marque de Totamon, le sorcier stygien, l'ennemi mortel de Carantès. Il a dû déterrer l'urne dans quelconque catacombe, sous les pyramides, hantées. Les dieux de jadis ne mouraient pas comme les hommes, et ils s'assoupissaient pour de longs sommeils. Et leurs adorateurs les enfermaient dans des sarcophages de façon à ce qu'aucun étranger ne pût troubler leur repos. Totamon a envoyé la mort à Carantès. Poussé par sa cupidité, Kalian a libéré le monstre, qui guette quelque part près de nous. Et peut-être en ce moment s'approche sans faire de bruit. « Espèce d'idiot !» rugit Dionysus, qui frappa violemment Promero sur la bouche. « Eh bien, Démétrio, il dit se tournant vers l'inquisiteur, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à arrêter ce barbare. » Et carquillant des yeux interdits vers la porte d'une salle adjacente à celle des statues, le cimérien poussa un cri. « Regardez, j'ai vu quelque chose bouger dans cette pièce. J'ai vu derrière les tentures. Quelque chose qui rampait sur le sol comme une ombre sombre. Ah, nous avons fouillé cette pièce. » Il a vu quelque chose. La voix personne de Promero grinçait d'une fièvre hystérique. Cet endroit est maudit. Quelque chose est sorti du sarcophage et a tué Kalian Publico. Il s'est caché là où nul homme n'a pu le faire. Et maintenant, il guigne cette salle, que Mitra nous protège et force des ténèbres. Il grippa la manche de Dionysus et planta ses doigts dans son bras comme des griffes. Fais fouiller cette pièce encore une fois, monseigneur. Comme le préfet tendait à se dégager de l'étreinte frénétique du commis, Posthume dit. Tu la fouilleras toi-même, commis. Et, empoignant Promero par le cou et les ceintures, il poussa jusqu'à la porte le pauvre diable hurlant de terreur, puis, après un temps d'arrêt, il le projeta dans la pièce avec une telle violence que le commis tomba à moitié assommé sur le sol. Assez, gronda Dionysus, qui observait du coin de l'œil le cimérien silencieux. Le préfet leva la main. L'atmosphère se tendit, lorsque survint un fait nouveau. Traînant à sa suite une silhouette mince, richement vêtue, un garde entra. Je l'ai vu se glisser derrière le temple, dit le garde, attendant un compliment. Mais les injures qu'il reçut à la place lui firent dresser les cheveux sur la tête. Relâche ce monsieur, espèce d'adjurie, hurla le préfet. N'as-tu pas reconnu Astrias Petanius, le neveu du gouverneur? Le garde abasourdi s'éloigna, tandis que le jeune aristocrate prétentieux brossait sa manche brodée d'un air ennuyé. Économise ses excuses, mon bon Dionysus, désailla-t-il. Simple impératif du métier, je sais. Je revenais à pied d'une orgie tardive, afin de débarrasser mon cerveau des vapeurs de l'alcool. Que se passe-t-il par ici? Par Mitra, serait-ce un meurtre? Un meurtre, en effet, monseigneur, répondit le préfet. Mais nous tenons en suspect qui, bien que Démétrio semble mettre en doute sa culpabilité, ira certainement bûcher pour ce crime. Une brute à l'air vicieux, marmonna le jeune aristocrate. Comment peut-on douter de sa culpabilité? Je n'ai jamais vu de mine plus scélérate. Oh, mais si tu en as vu une, espèce de chien parfumé, répondit hargneusement le cimérien. Lorsque tu m'as embauché pour voler la coupe zamorienne. Des orgies, hein? Ah, tu attendais, tapis dans l'ombre, que je t'apporte le butin. Je n'aurais pas révélé ton nom si tu avais tenu ta parole envers moi. Maintenant, dis à ces chiens que tu m'as vu escalader le mur après le dernier passage du gardien, afin qu'ils sachent que je n'ai pas eu le temps de tuer ce gros porc avant que Horus ne survienne et découvre le corps. Rapidement, Démétrio tourna son regard vers Astrias, qui ne changea pas de couleur. Si ce qu'il raconte est vrai, monseigneur, dit l'inquisiteur, seul lave du meurtre, et nous pouvons facilement passer sous silence la tentative de vol. Le cimérien mérite 10 ans de travaux forcés pour infraction. Mais si vous leur donnez, nous pouvons nous arranger pour le laisser s'échapper, et personne d'autre que nous n'en saura jamais rien. Je comprends, vous ne seriez pas le premier jeune gentilhomme qui aurait dû recourir à de tels procédés pour rembourser des jeux ou autres folies de jeunesse, mais vous pouvez compter sur notre discrétion.
Conan regarda le jeune patricien, guettant sa réaction. Mais Astrias haussa les minces épaules et étouffa un bâillement d'une main blanche et délicate. « Je ne le connais pas, répondit-il. Il est fou de dire que je l'ai embauché. Donnez-lui ce qu'il mérite. Il a le dos solide, et le labeur des mines lui sera bénéfique. » Conan, les yeux brillants de colère, tressaillit comme s'il eût été piqué par une guêpe. Les gardes se raidirent, serrant leurs hallebardes, puis se détournèrent lorsqu'il laissa retomber sa tête avec une sorte de résignation maussade. Arius ne parvenait pas à discerner s'il les observait sous ses épais sourcils noirs. Le Cimmérien attaqua sans plus de préavis qu'un cobra. Son épée jeta un éclair dans la lueur des bougies. Astrias ébaucha un cri, qui prit fin lorsque sa tête vola de ses épaules dans un bain de sang, ses traits figés avec un masque d'horreur blanc. Démétrio sortit un poignard et s'avança pour en frapper Conan. Comme un chat, celui-ci fit volte-face et visa l'inquisiteur à l'aine avec une furie meurtrière. Démétrio recula instinctivement et esquiva de justesse la pointe de l'arme qui s'enfonça dans sa cuisse. Dévia sur l'os et ressortit de l'autre côté de la jambe. Démétrio tomba sur un genou avec un râle d'agonie. Conan ne s'arrêta pas. La hallebarde brandie par Dionysus sauva le crâne du préfet de la lame sifflante, qui dévia légèrement en entaillant la hampe, rebondit contre la tête du préfet et arracha son oreille droite. La vitesse aveuglante du barbare paralysait les gardes. La moitié d'entre eux tombaient sans avoir eu le temps de se battre, si le gros Posthumo, plus par chance que par adresse, n'avait enlacé le Cimmérien, immobilisant ainsi son bras droit. La main gauche de Conan s'abattit sur la tête du garde, et Posthumo recula en hurlant, une main plaquée contre l'orbite rouge et béante qui avait contenu son œil. D'un bond en arrière, Conan para l'offensive des hallebardes. Son saut le porta hors du cercle de ses adversaires, à l'endroit où Erus réarmait son arbalète. Un coup sauvage dans l'estomac fit basculer le gardien, qui s'abattit sur le sol, le visage vert et les jambes en l'air, tandis que Conan lui plongeait dans la bouche le talon de sa sandale. Le malheureux lâcha un cri perçant à travers les décombres de ses dents fracassées et la bouillie sanglante de ses lèvres lacérées. Tout à coup, chacun se figea sur place. Comme un hurlement de terreur à fendre l'âme jaillit de la salle où Posthumo avait précipité Promero. Le commis émergea en chancelant de la tenture de velours de la porte et s'arrêta, secoué de gros sanglots silencieux. Son visage terreux inondé de larmes qui dégouinaient de ses lèvres molles et tremblantes, comme un enfant idiot en pleurs. Tous s'immobilisèrent, stupéfaits, pour le regarder. Conan, avec son épée dégoulinant de sang, les gardes, leurs hallebardes en l'air, Démétrio sur le sol, s'efforçant d'étancher le sang qui jaillissait de sa profonde entaille de la cuisse, Dionysus, la main sur le moignon sanglant de son oreille mutilée, Arius, en pleurs, crachant des fragments de dents cassées. Même Posthumo cessa ses hurlements et cligna de son œil indemne. Promero vacillait dans la galerie et s'écroula roide devant eux. Secoué d'un rire strident de démon, d'une hauteur intolérable. Le dieu a le bras long, ha 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 ha, oh, diablement long. Puis, avec une épouvantable convulsion, il se raidit et demeura sur le dos, inerte, grimaçant fixement vers les ténèbres du plafond. Il est mort, murmura Dionysus d'une voix terrifiée. Oubliant sa propre douleur et le barbare, l'épée ruisselante qui se tenait si près de lui, il se pencha sur le corps, ses yeux porcins sortant de leurs orbites. Il n'est pas blessé. Au nom de Mitra, qu'y a-t-il donc dans cette salle? Ce fut la panique générale. Chacun se mit à courir en braillant vers la sortie. Les gardes, lâchant leurs hallebardes, s'agglomérèrent dans la porte en une foule griffante et beuglante, et se ruèrent dehors comme des fous, imités par Arus. Posthumo, à moitié aveugle, traîna maladroitement, sans voir, derrière ses compagnons, poussant des cris aigus de cochons blessés en les suppliant de ne pas l'abandonner. Il tomba parmi les derniers du groupe, qui le piétinèrent en hurlant de terreur, et rampa derrière eux, suivi de Démétrio qui boitait en serrant de sa main la cuisse crachant le sang. Gardes, conducteurs, gardiens et fonctionnaires, blessés ou indemnes, tous se précipitèrent en criant dans la rue, où les sentinelles, gagnées par la panique à leur tour, prirent la fuite elles aussi, sans attendre d'explication. Conan demeura seul dans la vaste galerie, en compagnie des 3 cadavres qui gisaient sur le sol. Ayant rectifié la position de sa main sur son épée, le barbare entra dans la salle. Celle-ci était tendue de riches tapisseries de soie. Ça et là était négligemment éparpillée une profusion de coussins et de divans soyeux. Dépassant d'un massif écran doré, un visage regardait le Cimmérien. Conan admira la beauté froide et classique de cette figure, qui ne ressemblait à aucun visage humain de sa connaissance. Sur ses traits ne se lisait ni faiblesse, ni pitié, ni cruauté, ni bonté, ni aucune émotion terrestre. Il eût pu s'agir du masque de marbre de quelque divinité, sculpté de la main de maître, sans la vie incontestable qui s'en dégageait. Une vie froide et étrange,
que le Cimmérien n'avait jamais connu et ne pouvait comprendre. Il songea un instant à la perfection marmoréenne du corps dissimulé par l'écran. Il devait être parfait, pensa-t-il, à en croire à la beauté si inhumaine du visage. Mais il ne pouvait voir que la tête finement moulée, qui oscillait de droite à gauche. Les lèvres pleines s'entr'ouvrirent et prononcèrent un seul mot, d'une voix chaude et brillante, semblable aux carillons d'or qui tintent dans les temples perdus des jungles de Kitaï. C'était une langue inconnue, oubliée avant la naissance des royaumes de l'homme, mais Conan comprit ce qu'elle lui disait. « Viens !» Et le Cimmérien s'approcha, d'un bond éperdu, fouettant l'air de son épée. L'admirable tête se détacha du corps, heurta le sol devant l'écran, roula à quelques pas, puis s'immobilisa. Alors, Conan sentit avoir la chair de poule, car l'écran trembla, mu par les convulsions de quelque chose derrière lui. Conan avait vu et entendu des hommes mourir par vingtaines, mais il n'avait jamais entendu un être humain produire des bruits semblables dans les affres de l'agonie. Il perçut une série de coups répétés, le bruissement saccadé d'un être qui se débattait. L'écran trembla, vacilla, bascula en avant, et tomba aux pieds de Conan dans un fracas métallique. C'est alors que le Cimmérien comprit toute l'horreur de la situation. Il prit ses jambes à son cou, et ne ralentit sa fuite éperdue que lorsqu'à l'aube les tours de Numalia eurent disparu derrière lui. Et l'image de Seth et des fils de Seth, qui avaient jadis régné sur la terre et dormaient maintenant dans leurs catacombes obscures sous les noires pyramides, le hantait comme un cauchemar. Ce que l'écran doré avait dissimulé n'était pas un corps humain, mais les anneaux luisants, sans tête, d'un monstrueux serpent.